Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont remis au président de la République, chef suprême des armées, une contribution symbolique de plus de 30 millions de francs CFA pour nos forces armées et de sécurité et les personnes déplacées à cause de la crise au nord du Mali. Outre les ministres, le médiateur de la République et les services rattachés à la primature ont aussi contribué à hauteur de 4 millions de francs CFA. Sidiki Dambélé. Chose promise, chose due. Les membres du gouvernement avaient en effet promis il y a quelques jours d'apporter leur soutien financier aux forces armées de sécurité qui font face à la crise qui secoue le nord du pays. Eh bien, voilà. Nous avons pu récolter la modeste somme de 34 518 622 francs CFA, qui se répartissent ainsi. Les membres du gouvernement, 30 755 122 francs. Nous avons associé les services de la primature et les différents services rattachés qui travaillent avec nous. Ainsi, le médiateur de la République a donné aussi un chèque de 1 million. Son personnel, 374 000. Le personnel du secrétariat général du gouvernement, 103 500. Le secrétaire général du gouvernement, 250 000. La mission de restructuration du secteur coton, 510 000. L'école nationale d'administration, 250 000. Cabinet défense de la primature, 100 000. Et le cabinet de la primature, 1 176 000 francs CFA. Pour manifester notre solidarité avec notre armée nationale et avec nos frères déplacés à la suite de cette crise qui sévit dans le nord de notre pays, et aussi notre solidarité pour les veuves et orphelins revenus du front. Le Premier ministre a profité des questions diverses du Conseil des ministres de ce mercredi pour remettre au nom des 32 membres du gouvernement l'enveloppe symbolique au président de la République, chef suprême des armées. Amadou Toumanine Touré a salué ces gestes de solidarité et de bonne volonté avant de remettre à son tour les montants en liquide et en chèque au ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Sadio Gassama. C'est ce dernier qui apportera les messages de soutien de ses collègues aux déplacés et aux forces armées de sécurité. Ces hommes qui se battent au quotidien pour assurer l'unité et l'intégrité du territoire national. À travers ces gestes, nos membres du gouvernement viennent d'éprouver, à l'image d'autres couches de la société, que la solidarité n'est pas un mot, mais un comportement et une valeur. La valeur la mieux partagée. Le Mali, qui dispose désormais d'un centre de radiothérapie financé par la République d'Autriche à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Ces nouveaux équipements visent à assurer le traitement du cancer au Mali. En inaugurant le centre, le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, a souligné que toutes les dispositions seront prises pour la réalisation des autres phases du programme. Amadou Sankaré, compte rendu. Avec la réalisation de ce centre, l'hôpital du Mali ajoute une autre corde à son arc. En plus des autres spécialités, l'hôpital se dote d'un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer. Au Mali, de nos jours, on compte 7198 cas de cancer, dont 51% de femmes. La construction de ce centre vient donc soulager les malades. Nous voilà désormais loin de tout ceci, de manque d'infrastructures nécessaires aux soins qui ralentissaient notre combat de tous les jours. Désormais, l'espoir de guérison certaine prend la place de l'épouvante. D'un coût de réalisation de plus de 3 milliards de francs CFA, grâce à la coopération entre le Mali et la République d'Autriche, cet équipement de dernière génération constitue la première phase d'un important programme qui, une fois terminé, fera de notre pays une référence en matière de traitement de la maladie du cancer. La deuxième phase du projet va renforcer la première phase par la construction d'un second bunker équipé d'un second accélérateur linéaire et d'une unité de cryothérapie. Quant à la troisième phase, elle verra la construction des services complémentaires tels que les services d'hospitalisation, l'hôpital de jour, les services administratifs et les annexes.
Une fois les 3 phases achevées, le centre permettra d'assurer la prise en charge totale des malades de cancer sur le même site. La mise en œuvre de ce projet a été rendue possible par la mise à disposition d'un financement accordé par la République d'Autriche. Nous étions très heureux de pouvoir soutenir ainsi les efforts louables de votre Excellence et de Madame le Ministre à mettre à disposition aux malades des radiothérapies au pays même et aussi de pouvoir réduire ainsi la nécessité de se faire soigner. Pour le chef de l'État, tout sera mis en œuvre pour achever les autres phases du programme. De tels centres sont rares en Afrique et nous ne pouvons encore une fois que nous réjouir au nom des malades. Nous allons l'agrandir, nous allons mettre d'autres installations. Je pense que certaines installations sont déjà pratiquement prêtes et les financements sont acquis. Et d'autres également. Évidemment, nous donnerons rapidement toutes les réponses qu'il faut pour avoir pas seulement un centre, mais tout un complexe de radiothérapie et qui prend et qui suit cette maladie dans toute son évolution et qui permet également de donner des soins adéquats pour permettre de guérir, parce que guérir est possible. Donc je pense que le premier pas est fait, il est le plus important. Et je voudrais profiter encore de l'occasion pour féliciter les équipes autrichiennes et maliennes dans le cadre de la conception et surtout le cadre de la réalisation, les bureaux d'études, les entreprises de construction. Le centre sera complété par la construction de la maison de vie pour l'hébergement des malades avec l'appui de la partie marocaine, partenaire de la Fondation pour l'enfance. Chaque année, la population urbaine mondiale gagne près de 60 millions d'habitants. En 2050, ce sont 7 personnes sur 10 qui vivront dans les villes. Ces chiffres sont du rapport 2012 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, rapport qui a été rendu public hier et qui porte sur le thème « Les enfants dans un monde urbain ». Le document prône une synergie d'action pour promouvoir et protéger davantage les droits. Brahma Traoré. Il n'y a pas de données précises sur les disparités entre les enfants dans les zones urbaines. Une évidence tout de même, les enfants nés en ville représentent 60% de la croissance de la population urbaine selon l'UNICEF. On comprend alors la pertinence du thème du 30e rapport annuel de l'organisation onusienne, à savoir les enfants dans un monde urbain. Car il illustre parfaitement la problématique à laquelle le monde d'aujourd'hui est confronté. Malheureusement, le phénomène de l'exclusion sociale et de la marginalisation dans les villes touche surtout les enfants. Pourtant, ils doivent bénéficier de tous les droits civiques, politiques, sociaux, culturels et économiques reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant et les autres instruments juridiques internationaux. C'est un rapport de 142 pages qui met l'accent sur l'urbanisation galopante, un phénomène qui serait à l'origine de l'exclusion des centaines de millions d'enfants du monde des services sociaux de base tels l'éducation, la santé et la nutrition. Le rapport 2012 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde appelle donc à une synergie d'action. Il faut agir. Mais deuxième message, pour agir, nous ne pouvons que agir ensemble parce que les problèmes sont complexes. C'est donc un engagement collectif qu'il nous faut prendre pour que désormais nous fassions de notre ville des endroits propices pour l'épanouissement des enfants. Le rapport recommande également de veiller à ce que les politiques urbaines reflètent les priorités spécifiques des enfants. Il s'agit enfin de mieux comprendre la nature de l'exclusion dont sont victimes les tout-petits en milieu urbain. Ce qu'il faut, c'est une politique adéquate de prévention de ces cas de vulnérabilité, afin de trouver des solutions idoines à moyen et à long terme. À plus court terme, une enveloppe pérenne doit pouvoir être consacrée à la réinsertion des enfants de rue pour réduire l'exclusion sociale dont ils sont victimes. Le lancement du rapport 2012 de l'UNICEF a été suivi d'un panel. Il s'agissait de réfléchir sur comment promouvoir et protéger davantage les droits des enfants. Dernier acte de la cérémonie, c'est la remise des kits scolaires, sanitaires et de couverture au centre d'écoute communautaire et d'hébergement du Mali. Un geste de la Direction générale du Fonds de solidarité nationale. Actualité hors du Mali, arrivée d'enquêteurs de la CPI en Côte d'Ivoire, les médias ivoiriens en parlent. La réclamation a été faite par la Commission nationale des droits de l'homme, cela après les conflits.
Le président ivoirien a rassuré hier la communauté internationale que toute la lumière sera faite sur les crimes commis. Certains journaux ivoiriens n'hésitent pas à annoncer l'arrivée imminente des enquêteurs de la Cour pénale internationale à Abidjan, après la décision de la CPI d'élargir son enquête aux crimes commis depuis la tentative de coup d'État en septembre 2002. C'est ce que réclamaient les organisations ivoiriennes des droits de l'homme. Jusqu'ici, cette enquête ne concernait que les crimes commis après le second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010. C'est un défi qui est lancé à cette Cour pénale internationale. La crise ivoirienne est tellement complexe que nous attendons là que nous soyons édifiés sur l'équité de cette Cour. Depuis son éclatement le 19 septembre 2002, le conflit ivoirien a été jalonné par des massacres des populations civiles, à Abidjan comme en zone rebelle. Pour la première fois, un ancien chef d'État a été exécuté. Accusé d'être l'instigateur du coup d'État, le général Robert Gueye est tombé aux premières heures de l'insurrection. Pour les partisans de Laurent Gbagbo, les juges de la CPI ont en quelque sorte rétabli la balance. Ils estiment que le procureur Moreno ne pourra pas faire l'impasse sur la responsabilité des anciens rebelles dans ce conflit fratricide. C'est une décision qui va permettre disons, la manifestation de la vérité sur ce que ce pays, pendant plus d'une décennie, a vécu. À l'issue du Conseil des ministres que le président Alassane Ouattara dirigeait ce matin à Abidjan, le ministre ivoirien de la Justice a refusé de commenter ce dossier. Depuis son arrivée au pouvoir, le président ivoirien a assuré à plusieurs reprises que tout sera fait pour faciliter le travail à la justice internationale. Actualité africaine toujours avec la reprise du rapatriement des réfugiés angolais vivant en RD Congo. 3 convois de retour seront désormais organisés à partir de 3 villes du Congo chaque semaine. D'après le HCR, l'Angola a assuré aux réfugiés que les autorités les aideront dans les premières étapes du retour dans leur pays en leur donnant des kits de réintégration et en leur apportant des appuis dans les domaines du logement, du microcrédit et de la formation professionnelle. C'est ainsi que 43 000 réfugiés angolais sur les 80 000 vivant en RDC ont exprimé leur volonté de retourner chez eux. Ils sont plusieurs centaines à se retrouver chaque semaine dans le centre de transit de Kinshasa pour le voyage du retour. Les réfugiés angolais sont arrivés dans la capitale congolaise en 1975, puis en 1999, fuyant les 2 guerres successives qui ont ravagé leur pays. Quand la guerre contre Savimbi a débordé jusque dans la localité de Soulou où nous étions, nous nous sommes tous dispersés. Nous sommes venus à pied et nous avons passé 1 mois sur la route. Le mouvement de retour a été lancé il y a 3 semaines. 3 convois sont déjà partis de Kinshasa à destination de l'Angola. Première étape, le centre de transit de Kimpese, dans le Bas-Congo, à 250 km de Kinshasa. Le temps de se restaurer et de se reposer avant de rejoindre la frontière angolaise. Il y a environ 13 000 réfugiés angolais qui vivent actuellement à Kinshasa, mais de plus en plus, les réfugiés nous font part de leur volonté de rentrer chez eux. Plus de 780 personnes réfugiés angolais sont partis de Kinshasa. Les mouvements continuent. Un convoi de retour sera organisé chaque semaine. Deuxième et dernier jour du voyage. Les réfugiés angolais reçoivent chacun un kit d'aide alimentaire avant de reprendre la route. La frontière angolaise est à 80 km d'ici. Certains ont quitté leur pays depuis parfois plusieurs décennies. Nous ne rentrons pas à cause de la souffrance. Nous sommes plutôt heureux de voir nos enfants découvrir notre pays. Sur 79 000 réfugiés angolais vivant en République démocratique du Congo, 43 000 se sont prononcés pour leur retour au pays. L'amélioration des perspectives de paix et des conditions de vie en Angola sont les principales motivations du retour de ces réfugiés dans leur pays. Au 49e salon de l'agriculture de Paris se côtoient les plus grandes entreprises agricoles du Mali. C'est la toute première fois que l'Office du Niger se rend au salon dans l'optique de communiquer sur son potentiel et de corriger son image. Quant à la compagnie des textiles CMDT,
Une fidèle du salon, elle met l'accent sur la confiance dans la filière avec à la clé 430 000 tonnes de coton pour la campagne 2011-2012. Envoyés spéciaux à Paris, Youssouf Touré et Ibrahima Koulibaly. L'Office du Niger au Salon de l'Agriculture de Paris, c'est une première. Le fait peut paraître bien paradoxal, pourtant le géant du secteur agricole malien n'avait jamais pris part à cette grande messe de la production et de la productivité agricole et animalière. Mieux vaut tard que jamais, affirme le PDG de l'Office qui a fait cette année le déplacement de Paris avec un message. Et pour être entendu et surtout compris, le président directeur général de l'Office du Niger a choisi d'aller vers ses interlocuteurs à la journée du Mali sur le site du salon, mais plus loin dans les foyers des Maliens. Je me suis fait le devoir de profiter du salon international de l'agriculture pour rencontrer la communauté de la diaspora, les Maliens qui vivent ici et qui ont la volonté, ne soit d'acquérir des terres à l'Office du Niger, ne soit sous forme de baux amphithéotiques ou ordinaires, et qui veulent vraiment investir dans l'agriculture. L'Office du Niger, c'est des terres alluvionnaires, n'est-ce pas, propices à l'agriculture. Au-delà de la quête des investissements privés, le PDG de l'Office du Niger tenait aussi à balayer une rumeur dégradante, pourtant de plus en plus persistante, la vente des terres de l'Office qui serait tout simplement impossible selon lui. À l'Office du Niger, on ne vend pas de terres. Donc ce n'est pas possible. Donc il ne s'agit pas de vente de terres, il s'agit de mise à disposition des terrains. Et des terrains à vocation exclusivement agricole. L'autre entreprise agricole malienne présente au salon, la CMDT, est une habituée de l'événement. Mais le géant qui a traversé une grave crise ces dernières années vient surtout profiter pour communiquer sur le retour de la confiance et du rendement dans la filière de l'or blanc. Nous sommes en train de relancer la production cotonnière du Mali, mais aussi la production céréalière. Et comme vous l'avez suivi pour cette campagne 2011-2012, le Mali est en train de reconquérir sa place de premier producteur de coton au sud du Sahara, avec plus de 430 000 tonnes de coton graines attendues, mais aussi plus de 1 500 000 tonnes de céréales attendues. Donc la filière cotonnière du Mali, ou disons la zone cotonnière de façon générale, va dégager un excédent céréalier important pour le pays. Ce retour progressif à la normale vient confirmer la maxime selon laquelle au Mali, quand le coton va, tout va. La présence de la compagnie à travers la holding et ses 4 filiales à Paris va donc au-delà d'une simple visite de salon. 150 enfants souffrant de bec de lièvre ou de fente palatine bénéficient de soins de la part de 23 spécialistes américains et européens. L'œuvre humanitaire est de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM et du Rotary qui a célébré son cinquantenaire. Les interventions chirurgicales des 150 enfants se passent à l'hôpital Mère-Enfant et coûtent plus de 150 millions de francs CFA. Le reportage de Salimata Daou. Selon les statistiques, un cas sur 2000 naissances vivantes en Afrique noire présente une malformation congénitale du type bec de lièvre ou fente palatine. Les garçons sont les plus touchés. Pour donner un vrai sourire aux enfants atteints de ces maladies, l'Agence nationale d'assistance médicale et le Rotary ont initié une opération intitulée 150 sourires au Mali. Voilà à quoi ressemblait Mariam Diarra, cette fillette de 16 mois. Après une heure passée dans le bloc opératoire, elle retrouve enfin le visage que ses parents auraient souhaité qu'elle ait à la naissance. Les parents et les patients sont touchés par ce geste humanitaire. Cette initiative démontre que les structures nationales et les associations sont conscientes des peines des démunis et sont prêtes à les soutenir. Nous avons été sollicités par le Rotary Club. Nous avons dit que c'est notre mission et nous ne pouvons que saluer l'initiative. Donc nous avons pris en charge les frais d'hospitalisation, les frais de laboratoire et également le plateau technique. Pour cette fois-ci, ils ne pourront pas réparer les lèvres de tous les enfants, mais ils ont promis de revenir dans 6 mois pour continuer le travail. Cette action est un peu spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle a permis réellement de prendre en charge totalement et intégralement des enfants qui ont des pathologies très difficiles, qui sont socialement rejetés. Et nous avons été très heureux que la solidarité soit vraiment nationale. 23 spécialistes venus des États-Unis d'Amérique, de la Hollande et du Canada ont accepté de soigner des enfants maliens,
Le Mali, à son tour, ne pouvait pas refuser de donner le sourire à d'autres enfants venus de la Guinée, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Un véritable symbole d'intégration sous-régionale. Voilà qui est bien fait. Merci de nous suivre. Et demain, 10h, 13h, dès Sissoko. Très bon appétit à tous. Urban Music and Mode arrive avec le Festival international de Séléngué les 2, 3 et 4 mars 2012, un concept de Mali Art Promotion et partenaire. Au menu du rendez-vous de cette première édition, un cocktail de musique, 2 scènes de spectacle, des concerts géants sur le lac de Séléngué avec un arropage de superstars de divers horizons. Neba Solo, Téléma Sarankouyate, Coco Dambélé, Assetou Bagayogo, Milmo, Dog Menche, Batoma Kouyate, Fousseni Fakoli Doumbia, DJ Mopao, le français DJ Baxter Biz et bien d'autres. Ici Baxter Biz et je vous donne rendez-vous au Mali le 2, 3 et 4 mars pour le Festival international de Séléngué. Aussi à l'affiche du premier Festival international de Séléngué, un défilé de mode. Sur le podium, Dei Fatou Cissé de la Gambie et du Sénégal, Ida Akemino du Bénin, Maria Bokoum